Qu'est-ce que tu verrais pour ça? Moi, je partirais en guerre contre Amazon. Je foutrais la merde. Amazon vole nos datas. Voilà un outil pour résister. Dans un monde où ta boîte devient massivement successful, il existe une échelle à partir de laquelle tu deviens une menace pour Amazon. T'étais pas monteur vidéo, t'as vu une annonce, t'avais besoin d'argent, t'as dit ok, je suis monteur vidéo, t'as appris à être monteur vidéo. Donc je pense que t'as le bon état d'esprit. Quand on travaille sur une startup ambitieuse, le bon horizon de temps, c'est la semaine. Un de mes objectifs, ça serait d'ici un an, je suis très ambitieux, d'ici un an, passer à 1 million d'euros d'ARR. D'accord. Alors ça, tu vois, c'est les pires objectifs à avoir. Hello Nazir, bienvenue pour ce Better Call Us. Alors un peu spécial, on est dans un studio. Alors t'as carrément pris l'avion de Séoul pour venir ici, Yes. pour ce Better Call Us. Comment je peux t'aider? Déjà, je vais me présenter rapidement, si tu veux. Vas-y, bien sûr. Donc moi, c'est Nazir, donc je suis étudiant en école de commerce et à côté de ça, je suis freelance. Je suis monteur vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de jouer à un autre jeu. J'ai envie de lancer mon SaaS. Ça serait un SaaS qui permettrait d'automatiser le montage vidéo, notamment des podcasts, pour les entrepreneurs ou les créateurs de contenu. Ouais. Et aujourd'hui, je suis venu te voir parce que justement, j'ai envie de passer justement de l'idée du MVP jusqu'à la scalabilité. Moi, un de mes objectifs, ça serait d'ici un an, je suis très ambitieux, d'ici un an, passer à 1 million d'euros d'ARR. D'accord. Alors ça, tu vois, c'est les pires objectifs à avoir. Parce qu'en fait, t'es pas ambitieux, t'es wishful thinker. Et les wishful thinkers, ça marche pas. Parce qu'après tout, dans ce cas-là, pourquoi tu ferais pas 10 millions d'ARR dans un an? Tu vois? Ouais, pourquoi pas 100? Maximum possible. Et donc, tu vois, en fait, on peut pas définir l'ambition par un chiffre. On peut pas se dire, je suis ambitieux, donc 1 million. La bonne façon de construire un SaaS, et la bonne façon en général de construire une startup, c'est plutôt de se dire, OK, de semaine en semaine, quelle est la croissance minimum que je veux avoir? Paul Graham a écrit un article assez célèbre disant que si tu avais plus de 7% de croissance par semaine, et pas 7% en cumulé évidemment, hein, 7% de nouvelle croissance par semaine, et bah, tu avais une startup qui valait le coup. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à ton stade, la première étape, c'est de créer une première version du produit. Et le but du jeu, c'est de la faire le plus vite possible. Alors tu me disais en off caméra que tu vas utiliser ChatGPT pour la coder, c'est super. En plus, tu m'as raconté aussi en off caméra comment tu es devenu monteur vidéo. Donc t'étais pas monteur vidéo, tu as vu une annonce, tu avais besoin d'argent, tu as dit ok, je suis monteur vidéo, tu as appris à être monteur vidéo. Donc je pense que tu as le bon état d'esprit. Et ça montre qu'en fait, quand on a envie de faire quelque chose, bah, on apprend à le faire en le faisant. Et donc ta question, c'est comment tu fais pour avoir un premier client le plus rapidement. Et surtout pas réfléchir à un an, surtout pas avoir d'objectif à un an, plutôt avoir ok, c'est quoi le truc minimum que je dois faire pour avoir ça? Et moi, le conseil que je peux te donner, c'est avant de lancer un SaaS, parce que c'est un peu compliqué, etc., commence par un plugin de montage en IA. Et tu codes ça, et tu le vends, et tu essaies d'en vendre un max, et d'avoir un max de feedback. Et ça va te faire des clients heureux, à qui tu as déjà répondu à un premier problème. Et avec cet argent, tu vas pouvoir le réinvestir en product, en développement. Et petit à petit, tu vas pouvoir comme ça grossir. Et si déjà, tu es capable de faire ce tunnel, et de faire un vrai tunnel de comment faire du montage vidéo en IA et te faire une réputation, bah, tu auras du leverage pour aller chercher ton SaaS. Et l'autre conseil que je peux te donner, c'est que tu pourrais faire un tunnel tout bête en disant, moi, je suis monteur, j'utilise l'IA, je vais vous apprendre à le faire, et organise un webinaire Evergreen toutes les semaines, tous les dimanches. Tu fais une conférence gratuite où tu présentes ça, et à la fin de la conférence, tu vends ton plugin. Tu dis aux gens, vous ne voulez pas vous faire chier à créer le plugin, utilisez mon plugin. Rappelle-moi ton prénom. Nazir. Nazir. Tu vois, le Nazir AI Assistant. Et en fait, là, déjà, tu vois, tu seras tout de suite en market et tu vas te faire de l'argent qui va te permettre de payer des designers, des gens, etc. pour construire ton SaaS. Et ça va t'amener assez vite à un moment où tu pourras démontrer ta traction et ton momentum. Et si tu peux démontrer ta traction et ton momentum, tu peux à ce moment-là rentrer en levée de fonds. Donc, tu vois, le but du jeu, c'est pas d'avoir une vision, genre je veux faire un SaaS et je veux avoir 1 million derrière. Ta vision, c'est plutôt de se dire, ok, c'est quoi toutes les marches à passer, les plus petites possibles, les plus rapides possibles, qui changent la perception de marché que les gens vont avoir de moi. Et si tu changes comme ça, petit à petit, eh ben, tu pourras peut-être monter à 10, 20, 100 millions derrière. Il n'y a plus de limite, après. Ouais, c'est que du compound, c'est que de la concentration, c'est que du focus. Et tu peux te dire, ah, mais il y a Adobe Premiere qui va le faire, machin. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a de la place sur le marché. Ok. Tu me disais que donc là, la première étape, c'est de créer le plus rapidement possible mon plugin. Ouais, exactement. Et après, c'est quoi la next step, du coup? Bah, si tu fais un plugin, la next step, c'est de le rendre célèbre avec un webinaire. Parce que le webinaire, c'est ce qui va te permettre de distribuer ce plugin. Et en plus, webinaire, tu peux créer une boucle positive. Pourquoi? Parce que tu as la conf gratuite qui convertit des clients payants.
Cet argent, tu le réinvestis en acquisition. Cette acquisition fait plus de clients payants, etc. Et donc déjà, tu as cette espèce de growth machine automatique qui est créée et qui te permet, pendant que tu développes ton produit de long terme, d'avoir une base de clients de plus en plus immense le jour où tu lances ton produit prêt. Et en plus, si tu es un peu malin, tu fais un peu de bénéfice, tu ne remets pas tout en acquisition. Et ce bénéfice, ça donne du budget pour le développement de ta première version. Donc, plugin, webinaire, base de clients, product development, lancement de ton SaaS. Ok. Ça, tu penses que je devrais faire en combien de temps? Le plus vite possible. Donc, je pense qu'un plugin, tu peux sortir une première version du plugin en une semaine, première version du webinaire en une semaine, et après, toutes les semaines, t'améliores. Je pense que quand on travaille sur une startup ambitieuse, le bon horizon de temps, c'est la semaine. La semaine, ok. Ouais, c'est de se donner des objectifs sur la semaine et de faire des cycles complets sur la semaine. Tu vois, vaut mieux faire 20 versions d'un webinaire en 20 semaines et l'améliorer 20 fois que se dire je vais passer 20 semaines à faire le meilleur webinaire possible. Il y a un deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. Je sais que dans tes conférences, plusieurs fois, tu as dit qu'un entrepreneur devait développer sa singularité. Et je voulais savoir pourquoi, déjà. Pourquoi pas? Pourquoi l'inverse serait mieux? Non, en fait, je voulais juste savoir... Pourquoi l'inverse serait mieux? Est-ce que tu crois que si quelqu'un venait de vous dire il faut développer d'être le plus commun et pareil des autres, t'en penserais quoi? C'est nul. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'aura pas ce truc qui fera que c'est lui. Voilà, et donc pourquoi il faut développer sa singularité? Pour être unique. Voilà, t'as compris. Okay. Tu vois? Et est-ce que tu penses qu'il y a des méthodes justement pour développer sa singularité? Non, il n'y a pas de méthode. En général, de toute façon, les vrais gens singuliers, ils ne le savent pas qu'ils sont singuliers. C'est un truc, ça... D'ailleurs, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je recevais un email de quelqu'un qui me disait « Tu sais, tu dis que tu aimes la singularité, et moi, je suis très original. » Et après, ils se décrivent, et il n'y a rien d'original dans ce qu'ils décrivent. Parce qu'en fait, les vrais singuliers, étant un vrai passionné de gens singuliers, ils ne savent jamais qu'ils sont singuliers. Donc, je ne pense pas que la bonne démarche, c'est de se dire « Je vais devenir singulier ». La bonne démarche, c'est plutôt de se dire « Les fois où j'ai l'impression que j'aime un truc que personne d'autre n'aime, ou que je fais un truc que personne d'autre ne fait, ou que j'ai envie de quelque chose que personne d'autre n'a envie, tu vois, ces trois tensions-là, je vais me rappeler que c'est pas mal d'être singulier, et c'est pas grave, je vais le faire quand même, et je vais pas avoir peur de me faire soumettre et filtrer par le reste de l'univers. » Et c'est ça, en fait. Je pense que les vrais gens singuliers ne le savent pas, parce que les vrais gens singuliers, c'est les gens qui n'ont pas conscience d'être singuliers, qui n'ont pas conscience du regard des autres. Mais le potentiel de singularité de la population est beaucoup plus élevé que les vrais singuliers. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la question du filtre et de la tension de la société. La société est là pour que tout le monde conforme sur la moyenne, et résister à cette moyenne et résister à cette tentation de la moyenne, c'est le point le plus important. Et toi, comment tu vois si un entrepreneur est singulier ou pas? C'est toujours évident. Toujours évident. Ouais, toujours évident. T'as Tu vois, des exemples? je sais pas, j'ai un millier d'exemples. Quand tu penses Steve Jobs, tu vois bien qu'il n'est pas pareil que nous. T'as déjà vu une vidéo de Steve Jobs? Ouais. Quand tu vois Steve Jobs, est-ce que tu te dis putain, ce mec, je l'ai vu 200 fois dans ma vie? Non. Pourquoi? Parce qu'il a cette énergie unique. Quand tu vois Mark Zuckerberg, tu vois, tu te dis pas ah tiens, il ressemble à mon pote Bob. Non, c'est les mêmes. Parce qu'en fait, ils ont des trucs uniques. Donc les gens, l'unicité et la singularité, c'est un extrémum. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Quand tu cherches, tu deviens caricatural. Enfin, tous les gens qui essayent d'être originaux, c'est comme si tu as une fête et tu dis allez, on s'amuse. Ah, personne ne va s'amuser. Hein. Et donc, en fait, il faut pas oublier que 80% des gens sont des NPC. Hein. C'est méchamment dit, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bienvenue Maëlle. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Maëlle et j'ai créé un outil qui s'appelle Linkbrew et qui permet de capturer les emails des visiteurs sur Amazon. D'accord. C'est-à-dire, comment on fait ça? Eh bien, en fait, on a remarqué que l'une des plus grosses peines des vendeurs Amazon, c'était de ne pas pouvoir recontacter directement leurs acheteurs ou leurs visiteurs. Ça, c'est sûr, ouais. Que ce soit pour demander des reviews, des commentaires, ou alors leur proposer des nouvelles offres. Et du coup, on a cherché comment résoudre cette peine. Parce qu'à la base, en fait, on regardait tout ce qu'on pouvait faire en e-commerce et ça a attiré notre attention. On a réfléchi à comment on pourrait résoudre cette situation. Et il est venu l'idée de créer un code coupon qui est présenté au visiteur lorsqu'il est sur le site et lui donner une offre, quelque chose
voilà, 20% sur le produit qui l'intéresse justement. En échange de données. En échange de l'email. Et s'il donne un faux email? Bah, s'il donne un faux email, il n'aura pas la réduction, malheureusement pour lui. Donc c'est ça le mécanisme. Il y a une validation de l'email pour avoir la réduction. Complètement, ouais. Smart, ok. Alors comment je peux t'aider? Nous, on voudrait peut-être travailler notre pitch sur ça. Okay. Qu'est-ce que tu verrais pour ça? Moi, je partirais en guerre contre Amazon. Je foutrais la merde. Ça tombe bien, on est fort pour ça. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est pas normal qu'Amazon ne te donne pas l'email de tes clients. Ouais, c'est clair. C'est honteux. Comme les gens adorent ce genre de truc, tu vois. Il n'y a qu'à voir le succès de Blanche Gardin qui refuse de l'argent à Amazon. Ouais, c'est clair. Et que Amazon, c'est la boîte où c'est hyper facile de taper dessus. Et ben, moi, je ferais des mèmes, je ferais des blog posts, je ferais du Twitter et j'aurais toujours le même angle. Amazon vole nos data, voilà un outil pour résister. Et en fait, je ferais le même sur le problème et le commentaire sur l'outil. Même si ça convertit que 2 ou 3% des gens, il y a tellement de viralité sur ce genre de mème et il y a tellement de viralité sur ce genre de post que ça va super vite. Et alors, il y a un troll en chef qui est hors du commun, qui est ChatGPT. Puisqu'en fait, si tu demandes à ChatGPT de sortir des mèmes toute la journée sur Amazon le méchant, il va t'en sortir des milliers. Et tu postes partout. Tu postes sur 9gag, sur Twitter, sur Insta. Et en fait, si tu en postes des centaines et des centaines, il y en a bien qui vont finir par partir viral. Et là, tu as une tonne de trafic pour ton outil. Et c'est un outil tellement qui pinpoint un problème tellement honteux et violent et chiant pour les e-commerçants que c'est assez facile de les mobiliser, en fait. Combien tu vends ton outil? Alors, on a des tarifs qui partent de 99 à 399 par mois. Je te conseille de le faire beaucoup moins cher. Ok. En fait, c'est le genre d'outils, c'est des no-brainers quand ils sont pas chers. Il y a quand même un très très gros marché, donc même si tu facturais 3 ou 4 $ par mois avec ta dizaine de milliers de marchands, ça fait en fait du vrai argent. Et une fois que tu as les clients et qu'ils sont captifs, tu fais la même stratégie qu'Amazon. Tu montes tes prix. Mais c'est le genre d'outil où tu as plutôt intérêt à ce que ce soit vraiment un no-brainer pour celui qui l'utilise. Parce que c'est vrai qu'on a un plan qui est complètement gratuit, donc tu peux aller jusqu'à quelques emails. Je supprimerai celui-là. D'accord. Le gratuit, ça... Surtout sur ça... genre... En fait, t'es e-commerçant, tu fais des ventes sur Amazon, tu n'utilises pas un truc gratuit, tu payes. Mais, tu vois, après, il faut tester. Si ton premier prix, c'est 99, teste qu'est-ce qui se passe si ton premier prix, c'est 9,99. Ensuite, teste si ton premier prix est 19,99. Teste 29,99. Mais obtiens de la data sur quel est le taux d'engagement, le taux de conversion, etc. Parce que nos concurrents, par exemple, on a des concurrents, ils sont dans les mêmes tarifs que nous. Ils ne sont pas spécialisés sur Amazon, c'est pour ça que nous, on se différencie de nos concurrents comme ça. Parce qu'on est vraiment spécialisés et aucun autre outil le fait raison à ma connaissance. Raison de plus de les prendre par le bas. Parce que tu peux aussi avoir un discours envers eux. Tu peux dire, nous, on est spécialisés, on est moins cher. Pour le coup, j'achète beaucoup de choses sur Amazon et j'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire que ces outils ne sont pas encore devenus dominants. Et est-ce qu'ils ne sont pas devenus dominants parce que justement, ils sont mal pricés? Le pricing, c'est un statement, le pricing. C'est un message que tu envoies. Si tu fais un outil pareil à 99 €, le message que tu fais, c'est que tu dis cet outil il a très très forte valeur ajoutée. Alors que je pense que si tu dis ce produit est à 9,99 €, tu dis franchement, c'est pas très haute valeur ajoutée, c'est du troll, ça va faire chez Amazon, t'as aucune raison de pas le prendre. C'est pas le même effort, c'est pas le même discours. Et je suis sûr que comme les e-commerçants, c'est une des populations les plus radines du monde, c'est quand même des gens qui sociologiquement sont très 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 habitués à faire attention au prix, aux choses qu'ils payent. On se dit quand même que ce sont des emails qualifiés en plus, donc ça a de la valeur. Et c'est des gens qui peuvent fidéliser et qui vont pouvoir faire des achats réguliers sur la plateforme. C'est pour ça qu'à mon avis, tu as intérêt à monter tes prix une fois que les gens sont addicts au truc. Okay. C'est comme ça que la mafia italienne a gagné New York. Ils offraient de la coke gratuite. Tout le monde faisait faillite. Puis après, ils vendaient la coke 2 fois plus cher. Okay. Il y a un livre incroyable là-dessus qui s'appelle Street White Corner Society. Mais en fait, ces stratégies-là, c'est toujours les mêmes parce que c'est une guerre de territoire, en fait. Tu n'as pas 1 milliard de marchands Amazon. Tu as un groupe de gens qui, encore une fois, je suis le premier à dire que les gens ne vendent pas assez cher. Mais des fois, ça vaut le coup de vendre moins cher. Et ensuite monter, ouais. Okay. Parce que sociologiquement, on parle de gens qui sont brainwire pour compter les centimes.
Ok. Tu sais, t'es e-commerçant, le moindre euro sur ta marge peut changer ta vie, en fait. Et Amazon, ils te prennent, et machin, tu vois. Si tu as une idée de comment on pourrait passer sur plus de podcasts, par exemple, pour parler de notre produit. Alors, les podcasts, est-ce que tu crois vraiment que les gens vont être intéressés à écouter un podcast? Parce que ton produit, c'est 5 minutes pour le comprendre. Oui, mais même moins. C'est pas 2 heures. Donc, j'oublierai les podcasts. Ouais. Okay. Je pense que ton produit, il a besoin... alors, je pense que les mêmes, c'est une bonne idée. On peut réfléchir à d'autres idées. À mon avis, l'email est un outil hyper fort. À réussir à écrire un email où le mec, il pète un câble en lisant l'email. Tu vois, un email du genre « Amazon vous arnaque », l'objet. « Je suis e-commerçante. Je commence à en avoir ras-le-bol de ne pas avoir les emails de mes clients. Vous en pensez quoi ?» Et tous les gens qui te répondent, tu lances la séquence marketing. Donc, tu jouerais beaucoup sur l'émotion. Je ne jouerai que sur l'émotion sur un truc pareil. C'est tellement facile. Encore une fois, Amazon... Alors, je le dis, hein, moi, je suis un très grand fan d'Amazon. Je trouve qu'ils ont apporté au monde un truc incroyable. Mais encore une fois, les gens, ils adorent créer des méchants qui ne le méritent pas. Et Amazon, si tu as un dîner et que tu dis du bien d'Amazon, tu passes pour un connard. Si tu as un dîner et que tu dis du mal d'Amazon, tout le monde t'applaudit. Et en plus, tu es applaudi par que des mecs autour de la table qui utilisent Amazon. Complètement, mais complètement d'accord. Mais bon, toi, tu fais une boîte. Jeff Bezos n'a pas besoin de toi pour se défendre. Donc, c'est de bonne guerre. Oui, puis après, ça dépend aussi comment on le voit, parce que ça peut stimuler les ventes d'Amazon, puisqu'on repropose des produits de Amazon. Donc, ça ne tient pas de... Tout le monde s'en fout. Ouais. Après, dans un monde où ta boîte devient massivement successful, il existe une échelle à partir de laquelle tu deviens une menace pour Amazon. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Amazon ne donne pas les emails. Je pense bien. Ouais. Et la raison, c'est que stratégiquement, à long terme, ils ne veulent jamais créer d'opportunités d'indépendance de leurs e-commerçants. Mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, personne ne te force à utiliser Amazon, personne ne te force à gagner ta vie sur Amazon. Amazon est en guerre avec toi, bon, bah, très bien. Toi, tu donnes des armes aux autres. Sur quelle plateforme tu irais pour faire le buzz? Je crois beaucoup à la stratégie même, donc je vais me répéter là-dessus. Mais la façon dont je le ferai, c'est que sur chacun des canaux, j'essaierai de trouver la caricature du canal. Donc, LinkedIn, je ferai plein de posts et plein d'emails en call d'email à des e-commerçants avec un angle très intellectuel. Très, la data vous appartient, RGPD, je sais pas quoi, collecter les emails de vos clients, machin. Que les gens sur LinkedIn, ils sont là pour ça. Sur Twitter, je ferai un truc polémique. J'irai créer plein de faux comptes Twitter pour aller liker les tweets pour faire croire qu'ils sont viraux que je fais, etc. Donc, en fait, tu pourrais lire. Il y a plein d'articles qui sont écrits sur les techniques de manipulation politique des masses, sur comment tu crées une cause, etc. Il y a plein de rapports qui ont été écrits, etc. Et là-dedans, il y a plein de techniques sur comment faire ça, en fait. Comment faire pour que les gens, à un moment, se disent une question est importante. Parce qu'en fait, tu es un commerçant, tu passes ta journée à... Tu te lèves pas le matin en te disant c'est une honte que Amazon ne me donne pas les emails. Comment tu mets dans la tête de quelqu'un qu'aujourd'hui, ça va être le sujet de sa journée. Et que, en fait, il n'y avait jamais réfléchi, mais il est indigné. Je descendrai comme ça. Instagram, je ferai des trucs un peu plus make money, des stories sur le succès que machin a eu en implémentant ça. Voilà le retour sur investissement qu'il a eu. Je mettrai des vidéos, témoignages de e-commerçants. Vous avez qu'à trouver des copains à vous, leur offrir le truc, regarder leur vente avant et après, tourner une vidéo témoignage, montrer que ça marche en fait. Sur TikTok, je ferai des vidéos drôles sur Jeff Bezos, et même stratégie à fond. Et ensuite, j'irai sur Reddit, 9gag, 4chan, Hacker News, et tous ces endroits de la geek culture pour essayer de lancer des mouvements mèmes, etc. Donc en comprenant bien les codes de chacun des réseaux. Et comme ça, je le ferai réseau par réseau. Et je le ferai en même temps pour donner le sentiment que il se passe quelque chose, quoi. Ok. Ah, c'est cool. Et peut-être, alors, est-ce que tu as des contacts des Amazon sellers qui je pourrais... De toute façon, là, il faut surtout pas être dans une stratégie de quelques contacts. Il faut vraiment que tu mettes en place une méthode pour tous les contacter un par un, quoi. Et donc, ça veut dire aller sur LinkedIn, aller sur
les trouver sur Twitter, dans les communautés, dans les Discord. Ah, on oublie Discord. Ok. Aller descendre tous les Discords de e-commerçants aux US, etc. Et c'est parce que le marché est grand. Il y a même l'Inde aussi. Ouais, l'Inde, le Pakistan. C'est énorme. Ouais, exactement. C'est pas mal comme idée, bravo. Bon courage. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt, bye.